Tout d'abord, je remercie les cliniciens du RPH pour leurs interventions durant lesquelles ils ont partagé leurs expériences, tant auprès des patients que des psychanalysants qu'ils reçoivent chaque jour au sein de leurs consultations, en articulant théorie et clinique. Quelle souffrance au travail donc ? J'allais vous proposer de revoir brièvement dans un premier temps ce que signifie le mot travail, mais grâce à mes collègues, vous avez découvert ou redécouvert son étymologie. Je ne vais donc pas insister là-dessus, particulièrement sur ce débat tripalium ou pas tripalium. J'avais en tout cas noté que la référence étymologique au travail, c'était une représentation de souffrance et d'absence de liberté. Et à l'opposé de ces notions de douleur et de répression, Sigmund Freud parlait en 1905 d'une force pulsionnelle menant le sujet vers un objet, et ici le travail est un objet. Il est une voie de sublimation de cette poussée, un accomplissement de soi qui s'inscrit parfaitement dans la société. La réalité du travail et son idéalisation de la part de l'être doivent faire l'objet d'un compromis. Ce dernier est nécessaire afin que le travail présente de petites satisfactions quotidiennes de ci, de là, comme la situation financière, la reconnaissance, l'autonomie, etc., plutôt qu'une jouissance par le symptôme. Lorsque ce compromis ne s'établit pas, nous l'avons vu au cours de cette journée, de nombreuses expressions symptomatiques peuvent apparaître et parfois de manière bien trop envahissante. Cette jouissance, au sens lacanien du terme donc, se trouve aujourd'hui renommée par un autre nom, celui de burn-out. Actuellement très à la mode et employé à tout va, il naquit dans les années 70 au travers de la littérature américaine. Mais qu'est-ce que c'est exactement le burn-out ? Il peut se définir comme un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, fatigue générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir, mêlés, et y est associée une forme victimaire à ce terme de burn-out, et pourtant, les interventions de cette journée nous prouvent qu'il ne s'agit pas uniquement de ça. Évidemment, quand nous abordons le sujet de la souffrance au travail, nous sommes tentés de pointer du doigt les conditions de travail dans la société contemporaine. Les cliniciens du RPH sont aujourd'hui intervenus sur ce qu'il se passe de l'autre côté, du côté des patients et des psychanalysants qui, à travers leur discours, témoignent d'une souffrance réelle face au monde du travail. Alors, ces conditions y sont-elles réellement pour quelque chose dans la souffrance de ces personnes qui travaillent, ou ces personnes qui ne travaillent plus d'ailleurs, puisque certains abandonnent leurs désirs ? Les témoignages variés et riches des cliniciens du RPH permettent de nous éclairer un peu plus. Différentes situations cliniques ont été exposées à travers leurs interventions, donc, par exemple, la question du sentiment d'aliénation au travail abordée par Lucie Mendes. D'autre part, Julien Faugeras nous a posé cette question intéressante en ce qui concerne l'erreur de la lecture de la névrose obsessionnelle, cette organisation à échelle humaine qui peut tromper sur la compréhension de ses souffrances, ou encore Diane Sourouille et la notion de tentative de satisfaction de l'idéal du moi qui se retrouve confrontée à la réalité. Aussi, la question de l'intégration du sujet de structure psychotique dans la vie professionnelle exposée par Magali Sabatier, régulièrement problématique, puisque trouver une voie professionnelle qui convienne au sujet relève parfois du parcours du combattant. Cependant, cela ne demeure pas impossible grâce à la psychanalyse, amenant à la mise en place de la suppléance. Ou encore, un autre cas de figure cantonne la notion de travail au négatif, lorsqu'il n'y a pas ou plus de travail. D'autant plus douloureuse est la question du chômage que celui-ci augmente au même titre que la précarité. Tout ceci reste au cœur des débats actuels dérangeants, mais il y a bien ici une question de responsabilité de l'être dans ce qui le fait souffrir. La précarité est bel et bien un symptôme. Le dénominateur commun entre toutes ces situations cliniques, c'est un désir en panne. Plus précisément, ici, c'est l'ignorance de ce désir du travail, comme le nomme Christophe Dejour en 1980, dans Essai de psychopathologie du travail, qui pousse le sujet à le saboter, à le maltraiter. Et c'est là que la psychanalyse entre en jeu. En effet, elle invite le sujet, par la règle de l'association libre, à découvrir et à en savoir un peu plus sur ce désir toujours en état de veille,
c'est une certaine réanimation du désir qui s'opère alors en psychothérapie ou en psychanalyse. Cette journée fut aussi l'occasion de nous rappeler l'importance de la clinique du partenariat et à questionner ces médecins, pas tous évidemment, un peu trop complaisants, qui distribuent des arrêts maladie et par extension renforcent le symptôme et la résistance du surmoi. Au moment où le délai pour rendre cet écrit arrive à son terme, écrit qui constitue donc la conclusion de ce 37e rendez-vous, je sèche quelque peu. Je me dis qu'il manque quelque chose à cette conclusion. Puis, je suis interrompue dans cette réflexion par Monsieur C. Ce patient arrive pour sa séance et se met à associer librement. Son travail, qui lui procure une stimulation intellectuelle et lui assure une bonne sécurité financière, ne lui plaît pas particulièrement. Il est d'ailleurs régulièrement en retard à son bureau. Pour lui, ce n'est rien d'autre que du désintérêt. Il poursuit. Mais un jour, je vais finir par me faire virer. Et puis, peut-être que là, ce sera l'occasion de voir ce que je pourrais faire d'autre. Je réponds alors, et pour ça, vous êtes obligé de vous faire virer ? Monsieur C poursuivit immédiatement. Oui, en fait, je crois que c'est surtout un manque de courage de ma part. J'ai pas envie de me mettre dans une situation financière précaire en quittant ce travail pour trouver une autre voie. Peut-être que j'attends de me faire virer, c'est vrai, pour pouvoir dire que ça se passait mal à cause du travail et pas à cause de moi. C'est de l'auto-sabotage, en fait, de l'autodestruction. Voilà ce qu'il manquait à cette conclusion, une petite illustration clinique qui met en lumière ce sabotage, comme le patient le dit si bien, qui met à jour un désir qui se trouve brouillé et contre lequel tout est mis ensuite en œuvre pour que le lien au travail soit conflictuel. Merci, Monsieur C, vous êtes tombé à pic. Voici un passage que j'ai pu lire dans le Psychanalyste de Leslie Kaplan et qui a attiré mon attention. Pas une réconciliation avec la réalité, mais avec ses propres capacités. Vouloir ce qu'on veut, pouvoir ce qu'on peut, pas vouloir ce qu'on peut, aplatissement devant la réalité, ni pouvoir ce qu'on veut, le croire, figure de toute puissance. Mais qu'on puisse jouer sa partie, dire son récit, répondre au monde à sa façon. Et je vous propose de terminer bien sûr sur cette citation de Sigmund Freud, vous l'attendiez tous, j'en suis sûre. Être normal, c'est aimer et travailler, donc, qui date de 1930. Je vous souhaite à tous un bon week-end en attendant de reprendre la route du travail lundi matin avec une bonne dose de désir, bien sûr. Merci.